Rencontre avec Nathalie Lefebvre. En tête-à-tête avec les thérapeutes. Bonjour très chers auditeurs et bienvenue sur Radio Médecine Douce. Alors on est très heureux de clôturer notre semaine en votre compagnie et en la fabuleuse compagnie de Stéphane Hérault. Ravi de te revoir Stéphane, comment vas-tu ? Bonjour à toutes et à tous et bonjour à toi Nathalie. Bonsoir plutôt, en fin de journée. Alors mon cher Stéphane, que de beaux retours depuis nos 2 premiers enregistrements. C'est vrai que tu m'as transféré des témoignages de gens, que ce soit autour de ton CD ou de notre première émission sur tout ce centre, The Art of Living, on va le rappeler, qui est le centre qui a été fondé, enfin en tout cas l'association qui a été fondée par Sri Sri Ravi Shankar. Que t'as interviewé d'ailleurs, belle interview. Voilà, que j'ai eu la chance d'interviewer, une petite interview vidéo. D'ailleurs on mettra le lien, il faut que j'y pense, mais on essaiera de mettre le lien vidéo qui est sur YouTube. Et puis nous, notre rencontre, toi tu nous parlais de ton intervention dans les prisons. C'est vrai. D'y mettre un peu d'humanité, de méditation, de respiration, d'aider les personnes en souffrance. D'ailleurs, dans le hors-série du Nouvel Observateur, il va y avoir un article justement de 2 pages sur le travail fait en prison par l'art de vivre et la technique du Sudarshan Kriya, appelé Prison Smart. Donc voilà, ça va sortir le 25 juin, donc c'est un... Il a l'œil, le Nouvel Observateur, alors. il a l'œil. En tout cas, la personne qui a fait l'interview c'était très intéressant. Et c'est vrai que de plus en plus, c'est un besoin de parler de ce qui est fait aussi positivement dans des lieux où on pense on voit que la négativité ou la méchanceté. Non, il y a des choses où il faut bien apporter aussi un peu de lumière à des personnes qui en ont besoin aussi. Mais complètement. Et puis je pense que depuis le commencement de l'humanité, il y a eu des gens qui étaient en souffrance et qui exprimaient de la haine et de la colère et qu'on n'a jamais trop su. Alors, je pense que ça dépend des cultures, ça dépend des périodes. Mais c'est vrai qu'en soi, on vit aussi une période actuelle où on sait pas trop quoi faire de ces gens qui sont mis sur les bancs de la société, qui évidemment parfois commettent des choses de l'ordre des atrocités. Mais voilà, c'est l'expression aussi d'une profonde très colère contre eux-mêmes et une haine contre eux-mêmes. Donc c'est très très grande souffrance la plupart du temps. C'est l'idée d'intervenir là où on en a besoin. Et je pense que c'est particulièrement une population qui en a besoin. Oui, non. Puis même, c'est une expérience très riche quand on commence à donner un stage, à enseigner, que ce soit des techniques de gestion du stress, de respiration, de méditation. Il y a de beaux partages, vraiment des personnes qui viennent vous dire, mais pourquoi j'ai pas appris ça avant? Voilà. Donc, si on peut leur apporter, en tout cas, ça nous fait plaisir. Alors en tout cas, aujourd'hui, on souhaitait parler de la méditation et peut-être, comme tu le soulignais avant qu'on démarre l'émission, de faire un petit peu de tri, de rendre accessible aujourd'hui le principe de méditation. Il y a énormément de gens qui veulent méditer. C'est vrai qu'en France, Christophe André a été un protagoniste qui, avec son livre dont j'oublie à chaque fois le nom, mais qui a eu un succès absolument extraordinaire. Je crois que c'est en termes de meilleure vente sur Amazon dans le développement personnel. Enfin, il en a vendu énormément. Et ça a permis à beaucoup de gens qui... au vu de son parcours et de ce qu'il était, se sont dit ça va, il a pas l'air trop barré ce mec-là, je veux bien apprendre la méditation avec lui. Et puis la méditation fait son chemin et ces dernières années, il y a énormément de gens qui veulent apprendre l'outil. Est-ce que tu le remarques ? Non seulement je le remarque, et surtout dans nos stages, on a de plus en plus de personnes qui veulent apprendre à méditer, parce que des fois, c'est les premiers mots qu'on a en retour, c'est que pour eux, méditer c'était inaccessible. Pour eux, c'était vraiment non, je n'y arriverai jamais, j'ai trop de pensées dans ma tête, ou je n'ai pas le temps, et en fin de compte, ils s'aperçoivent après un temps avec nous, que ce soit d'1 heure, ou s'ils vont un peu plus loin à travers un stage qui s'appelle l'art de méditer, justement, après un stage, ils disent mais en fin de compte, je peux le faire. Moi aussi, je peux le faire. Je peux le mettre dans mon quotidien. Ça va m'aider, ça va me rendre plus calme, plus serein. Ça me permet d'avoir accès beaucoup plus rapidement à cette sérénité, à cette joie de vivre, à cette créativité. Mais comment ça se fait que depuis toutes ces années, j'ai pensé que c'était pas atteignable ? C'est ça qui est intéressant, c'est de leur dire non, tout le monde peut méditer. Et quand je donne un stage pour les jeunes, les enfants, et que je guide une méditation avec des jeunes de 11-12 ans, mais le retour qu'on a après, c'est magnifique, Nathalie. Et d'ailleurs, c'est plus difficile de les faire sortir de la méditation que des adultes, parce qu'ils sont tellement profondément à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ont contacté tellement cette paix intérieure, alors que on sait que nos enfants sont souvent hyperactifs, on est dans une société très dynamique, de la communication, du téléphone, de l'internet, tout va vite,
tout va très vite. Mais si on n'arrive pas à contrebalancer par des moments de pause, vraiment arriver à un équilibre entre activité et repos. Et pour moi, la méditation, c'est être capable d'aller profondément dans ce repos, consciemment. Pas lorsque mon corps me dit allonge-toi, j'ai besoin de repos, tu sais. Tu es tellement fatigué et puis il t'oblige à... D'ailleurs, là, tu peux même pas méditer. Voilà, et là, tu peux plus méditer. C'est quand même autre chose. Parce que exactement, tu pars complètement dans l'inconscience. Et par contre, être capable de se poser et consciemment amener le corps, l'esprit, le mental au repos, se ressourcer vraiment, et à la fois arriver à déployer cette sérénité, ce repos, dans une plus grande et profonde activité, avec beaucoup plus de conscience, une acuité plus élevée, une faculté d'observation, d'expression et de perception, qui change complètement notre relation avec l'autre, notre relation avec soi-même, la relation avec notre environnement. Donc oui, pour moi, la méditation, c'est essentiel, et surtout, j'invite nos auditeurs, nos auditrices, à bien commencer à faire une première étape, parce que c'est fait pour tout le monde. Vraiment, du moment où vous pouvez vous asseoir, et puis même si vous ne pouvez pas arriver à vous asseoir, vous inquiétez pas, ça s'apprend. Les outils, il y a plein de voies. Il y a plein de voies de méditation. Il y a plein de voies. Puis on pourrait imaginer méditer debout. On pourrait imaginer méditer les yeux ouverts aussi. Il y a des types de méditation où justement on nous fait travailler sur l'aspect contemplatif des choses en regardant vraiment un paysage, les yeux ouverts, grand ouverts, et de s'en imprégner. Donc c'est pas seulement l'idée de on est en position du lotus, les yeux fermés, même si c'est souvent la position de base pour la méditation que l'on propose. Oui, et je dirais que même ça, la position ne doit pas être un frein. Je dirais, si vous pouvez pas vous mettre en tailleur, si vous pouvez pas vous mettre en position du lotus, prenez une chaise, tout simplement. C'est ça, parce que ou le lotus, il est compliqué parfois. Voilà, mettez-vous dans votre canapé du moment que vous ayez le dos droit, la position bien ferme, et que vous soyez pas avachi au point que vous rentreriez dans le sommeil, tu vois la différence. Mais par contre, non, j'ai des personnes qui viennent faire mes stages, ils ont 70 ans. Et ils veulent apprendre. Donc on va pas leur demander, oui madame, vous pouvez pas méditer parce que vous savez pas vous mettre en lotus. Non, pour moi c'est vraiment très important de faire prendre conscience aux gens que non, la position a une importance, ça c'est certain, mais avant tout, l'expérience de la méditation peut être apprise même sans apprendre toutes ces positions, tailleur, lotus, sur une chaise. C'est très bien, et on fait les premiers pas. Voilà. Et même d'ailleurs, moi je prends ce temps de métro que j'ai chaque matin, qui est assez court, mais qui me permet pendant quelques minutes, si j'ai pas eu le temps de le faire chez moi, de rentrer en moi-même, de vérifier une sorte de température intérieure, de voir comment ça se passe, c'est quoi la météo du jour en moi. Et de prendre ce temps, en effet, juste avec moi-même. J'entends souvent cette excuse de personnes qui souhaiteraient se former à la méditation ou pratiquer la méditation et qui disent « je n'ai pas le temps ». Et en cette phrase réside en fait tout l'immense problème de l'humain, à savoir de ne pas prendre du temps pour lui, pour être auprès de lui-même. Alors, généralement, le fait de nous dire « je n'ai pas le temps », c'est qu'en fin de compte, derrière ça, c'est plutôt « ce n'est pas ma priorité ». Parce que si je veux aller voir un film au cinéma, je vais trouver le temps. Si je veux aller manger une glace, je trouverai le temps. Donc le temps, on peut le trouver selon la priorité sur laquelle on va se focaliser. Maintenant, ma question, c'est ok, je n'ai pas le temps. Mais est-ce que le temps que tu ne prends pas à te poser, aller au fond de toi-même, aller à l'intérieur, est-ce que tu vas offrir à l'autre, à tes enfants, à ton mari, à tes employés, à tes collègues, est-ce que le temps que tu vas leur offrir, est-ce qu'il est de qualité? Ou est-ce qu'il est tellement occupé, tellement rapide, tellement bouillonnant, que même lorsque je suis avec mon enfant, lorsque je suis avec mon mari, je suis au téléphone, je suis en train de regarder la télé. Donc il n'y a pas un temps de qualité offert à l'autre ou à notre environnement, ou un temps même, comme tu le disais, simplement d'être là, d'être présent à ce qui se passe. Tiens, je suis présent. Ah, j'observe. Tiens, j'ai une émotion qui me monte. Ah bah très bien, j'observe. Plutôt que de rentrer dans les émotions. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai que, je dirais, l'excuse du temps, on pourra toujours la trouver. Hein. Ça, c'est très facile. Hein. Ça, c'est un argument très facile. Mais par contre, lorsqu'on commence à se dire, non, je vais prendre le temps de poser une vraie priorité pour moi. Apprendre à mieux me connaître, déjà.
apprendre à mieux connaître mon corps, mon souffle, mon mental, mon intellect, ma mémoire, mon ego et ma conscience. Des choses qu'on n'a pas forcément appris ni à l'école ni à la maison. Donc je vais me poser et à partir de là, je vais complètement changer la qualité du temps. Elle prend une autre saveur, vraiment. Tu m'étonnes, parce que tu es à ce que tu fais en fait. Complètement, tu es à ce que tu fais. Ton enfant, il vient te voir, tu as passé une journée dure, ok, très bien. Est-ce que tu le renvoies tout de suite en disant non, c'est pas le moment, ou malgré tout, tu vas dire ok, ça va durer quoi, 2-3 secondes, il va venir, il a besoin d'une petite reconnaissance à ce moment-là, tu lui offres et après tu retournes à ce que tu fais. Donc quelle est la qualité du temps qu'on offre à notre environnement, aux autres et à nous-mêmes? C'est beaucoup plus cette question-là pour moi qui est importante, d'où l'importance d'aller explorer qu'est-ce que la méditation va m'apporter. Alors tu citais quelques bienfaits tout à l'heure, d'avoir une acuité plus importante, d'avoir un sommeil plus récupérateur. Il y a aussi vraiment ce degré la méditation nous connecte profondément à la vie parce qu'elle nous fait ressentir l'instant présent. Et ça, c'est une clé, moi, que j'ai découverte en commençant à méditer, de me dire, en fait, j'arrive à avoir une joie simple d'être grâce à cet outil-là. Et je pense que quand on en parle, les gens, peut-être qu'en théorie, ça leur parle pas beaucoup, mais c'est vrai que dans la pratique, quand on fait cet effort, enfin qu'on force son mental à vraiment se positionner dans l'instant, et de plus en plus on arrive à se lever le matin et à être juste joyeux et heureux. Alors ça c'est vrai, c'est une résultante de la méditation. Je l'ai observé depuis maintenant plus de 20 ans d'enseignement. Les gens ressortent beaucoup plus avec le sourire, ils sont moins pris dans les petites choses quotidiennes qui les embêtent, les soucis. Ils arrivent à trouver beaucoup plus les solutions rapidement aux difficultés qu'ils rencontrent. Donc ça, c'est important. Au-delà de cela, je dirais que oui, la méditation, elle va aborder, si tu veux, différents états de conscience. Des états de conscience que chacun d'entre nous va expérimenter au quotidien sans forcément être conscient ou être observateur de ces états de conscience. Le premier état de conscience que tu rencontres, en sanskrit, il est appelé Jagrut. Jagrut, c'est l'état de veille. C'est celui où tu vas être actif, où tu vas être dans la dynamique, tu vas être d'accord, pas d'accord, tu vas juger, tu vas porter des intentions, tu vas raisonner. Tout ça, c'est la qualité, l'état de conscience qu'on appelle Jagrut. D'accord. Mais est-ce que dans cet état de conscience, est-ce qu'il y a de la sérénité? Ou est-ce qu'il y a de l'agitation? Est-ce qu'il y a du stress? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a de l'agressivité? Est-ce qu'il y a des frustrations? Donc, Jagrut, c'est un bel état, parce que combien de temps on passe à être en état de veille dans notre quotidien? Énormément. Mais est-ce qu'on est conscient de la qualité de cet état? Pas forcément. Si on en était un petit peu plus conscient, c'est là où on s'apercevrait que, on rentrerait beaucoup moins facilement dans les émotions négatives, dans les conflits avec les gens, parce qu'il y aurait une autre qualité d'interaction avec l'autre, avec l'environnement et avec soi, une fois de plus. Le deuxième état de conscience dans la méditation qu'on va aborder, c'est Supshut. C'est magnifique, c'est des beaux mots. Supshut, c'est le sommeil. Okay. Regarde, combien de temps on va passer, un tiers de notre journée, de notre vie, va être consacré au sommeil. Mais est-ce que ce sommeil est de qualité? Est-ce que lorsque je me lève, il est agité même pendant la nuit? Ou est-ce que lorsque je me lève, est-ce que je me sens reposé ou alourdi? La qualité du sommeil. Deuxième état de conscience que les gens vont vivre au quotidien, mais pas forcément prendre un temps de conscience. Et d'ailleurs, dans la tradition védique, on dit toujours que le sommeil est une petite mort. C'est-à-dire que la dernière impression qu'on quitte le soir, dans notre conscience, dans notre mental plutôt, c'est la première impression qu'on va retrouver le lendemain. Et pour ceux qui croient en la réincarnation, la dernière impression qu'on aura à la fin de notre vie, c'est cette impression-là qui va conditionner énormément le retour et notre vie future. Donc pour la tradition védique, c'était très important que l'état dans lequel on allait quitter ce corps était important. Donc si on a passé tout notre temps à être agité, l'état ne sera pas serein. Et si on s'endort avec foi, on se réveille avec foi. Exactement, et tu feras un test. C'est pour ça que lire de la connaissance, si on regarde des films d'horreur avant de dormir, si on lit des informations négatives, tout ça, c'est ce qui va rester pendant la nuit, qui va cogiter. Et forcément, ça va imprégner ce qu'on appelle, ça va laisser des empreintes, samskara, dans notre système. Donc c'est intéressant de voir comment la méditation, ou à travers la méditation, je peux commencer à nettoyer ces impressions.
ces impressions pour les rendre beaucoup plus neutres, beaucoup plus positifs. Donc ça, c'est important. Soupchoute, un état qu'on utilise, qu'on vit au quotidien, mais sans prendre le temps d'observer qu'est-ce que c'est le sommeil, qu'est-ce que c'est vraiment le sommeil. Le troisième, c'est swapna, en sanskrit. Swapna, c'est l'état de rêve. Il y a 5 types de rêves. Les rêves liés au passé, des impressions passées qui se relâchent, liés au présent. Si, par exemple, t'as fait, je sais pas, t'as passé toute une journée, t'avais une envie intense de manger une glace et ton travail était tellement important que t'as pas eu le temps d'aller t'acheter ta glace pour la manger. Et puis pendant ton rêve, tu vas satisfaire ton désir que tu as eu parce que tu l'as pas satisfait pendant le quotidien. Donc il y a des choses qui se relâchent aussi dans ce rêve de cette façon-là. Lié au futur, des rêves prémonitoires. Après, le rêve est lié par rapport aussi au lieu où tu dors, les impressions du lieu. S'il y a eu de l'agressivité, de la colère, même des bagarres physiques ou la méchanceté, pendant ce rêve, tu vas capter l'énergie qui est dans ce lieu. Après, si c'est un lieu où il y a eu de la méditation, des prières, tu sens aussi la différence. Bien sûr. Si tu voyages, et comme je sais que tu voyages beaucoup, tu peux te retrouver en Italie, puis à un moment donné, dans ton rêve, tu vas parler italien. Et le lendemain, tu parles pas forcément italien. Ça nous est souvent arrivé aux gens qui voyagent. Moi, je voyage beaucoup au Maroc notamment, et des fois dans mes rêves, je parle arabe. Il faut le mettre dans le CV, ça. Voilà, exactement. Parle arabe, mais que dans les rêves. C'est pas mal, ça. Donc, le rêve, par rapport au lieu. Et le 5e type de rêve, c'est une mixture de tout ça, la plupart du temps. Voilà. Donc ça, c'est 3 aspects que les gens ont la plupart du temps et connaissent. Mais le 4e état de conscience est appelé Turiya. Turiya, c'est un haut degré de conscience. C'est lorsque on n'est pas dans l'état de veille, on n'est pas dans l'état de sommeil, on n'est pas dans l'état de rêve. On est dans un autre état où on est dans un repos conscient, où l'activité des pensées est tellement réduite, voire même inexistante, qui permet de nous ressourcer. 15-20 minutes de méditation peut nous ressourcer comme une nuit de 8 heures, 9 heures ou comme une semaine de vacances. Oui. Simplement 10, 15, 20 minutes est à l'expérience de ça parce que tu médites. Donc tu vois ce dont je parle. Donc Turiya, c'est cet état de conscience que les gens ont très peu eu l'habitude d'aller explorer. Donc Turiya, T-U-R-I-Y-A. Donc c'est important d'aller explorer. Quelle est la source, quelle est la puissance que j'ai à l'intérieur de moi? Il y a des études qui disent que rien qu'un être humain, l'énergie que déploie un être humain pourrait servir à donner l'électricité pour la ville de New York pendant 1 an. C'est une charge électrique énorme. Un être humain, c'est une boule électrique énorme. Énorme. Tu vas vivre, regarde, tu n'as pas besoin de te mettre sous prise électrique. Ta vie va durer pendant 70 ans, 80 ans. Oui, sans recharge. C'est énorme, c'est énorme. Donc, d'où sort ce prana, d'où sort cette énergie vitale que nous avons? Et comment nous pouvons aller puiser cette énergie vitale? Et c'est ça la méditation aussi. C'est l'art de ne rien faire, c'est l'art de ne vouloir rien, de ne rien vouloir, de ne rien chercher à faire. C'est je ne suis rien, je ne fais rien, je ne veux rien pendant 15-20 minutes. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors bien sûr, tu peux méditer, tu peux avoir un état méditatif lorsque tu es dans l'action. Mais c'est comme je dirais... C'est d'être auprès de soi. Voilà. Dans un premier temps, c'est un apprentissage à faire, 15-20 minutes, où on s'assoit calmement, on ferme les yeux. Ouais. Et puis, c'est une approche. Et on se détend. Au début, on peut d'ailleurs commencer par ça, juste les jeunes hommes, parce que Sri Ravi Shankar, sa conférence à Maison de la Mutualité, il était là, c'était vraiment cool, quoi. C'était méditer, mais vous inquiétez pas, si vous pensez à des choses, juste détendez-vous, soyez tranquille. Exactement. Voilà. C'est peut-être la première étape aussi, c'est de se poser vis-à-vis de ça. Et même si vous sentez que vous êtes un peu happé par des pensées, c'est pas grave. Non, et surtout, Nathalie, c'est bien que tu mettes ce point en évidence, parce que deuxième question que les gens me disent, mais j'ai trop de pensées, ou de toute façon, c'est normal d'avoir des pensées. Je dis oui, c'est normal d'avoir des pensées. Maintenant, il faut reconnaître quelles sont les pensées que nous avons. C'est ça. Alors, c'est pas que dans la méditation, nous ne devons pas avoir de pensées. Maintenant, il faut reconnaître les pensées que nous avons. Est-ce que ce sont des pensées connectées ou des pensées non connectées? Je m'explique. Une pensée connectée, c'est tiens, j'ai invité des amis ce soir. Ah tiens, Thierry ne m'a pas répondu s'il venait ou pas. Ah, j'ai pas passé la commande pour les gâteaux, il faut que je le fasse. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que d'une pensée qui était la soirée que j'organise ce soir, il y a plein de pensées qui vont être connectées avec le sujet. Donc pendant ce moment-là, dans ta méditation, tu vas partir dans un processus mental de pensée qui n'est plus de l'ordre du processus
pure de la méditation. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas exister, ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas. Ça veut simplement dire que il y a une certaine agitation du mental qui est relâchée pendant les 2, 3, 5 premières minutes que tu te poses pour méditer. Et le mental va commencer à tourner. C'est comme si tu arrives sur l'autoroute avec un 38 tonnes pour t'arrêter. Ça va te prendre beaucoup plus de temps que si tu es en voiture, et ça va te prendre beaucoup plus de temps que si tu es en moto, ou encore plus de temps si tu étais en vélo. Donc c'est-à-dire que si tu as passé tout ton temps à réfléchir, à cogiter dans la journée, bien sûr, les 4-5 minutes, premières minutes, ça va être difficile que le mental se calme, tu vois, que se pose. Et la plupart du temps, les gens qui me disent « je n'arrive pas à méditer », c'est parce qu'ils n'arrivent pas à dépasser les 5 minutes. Ouais. Tu vois ? Et puis il y a des jours aussi où on est extrêmement agité. Enfin, parfois c'est d'un jour à l'autre, mais bon, si les gens n'ont jamais fait cet exercice de toute leur vie, en effet, ça prendra un petit peu de temps avant d'atteindre ce calme. À moins de trouver facilement un outil qui peut te permettre de court-circuiter rapidement. Mm-hmm. C'est-à-dire que si je fais la plongée sous-marine, si je prends simplement mon tuba, ou même si je vais sans bouteille, ça va me prendre un certain temps pour atteindre 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. Mais maintenant, si tu prends un système électrique, un petit moteur électrique qui t'amène dans les profondeurs, en peu de temps, ça va te descendre à 10, 15 mètres. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que tu as ce petit véhicule que tu tiens et l'hélice va t'amener dans les profondeurs, alors que c'était plus difficile que si tu voulais le faire par toi-même. Mmh. Donc de la même façon, quels sont les outils ? Et c'est pour ça qu'il y a tellement de différents types de méditation. Toutes sont les bonnes, il faut simplement trouver celles qui nous intéressent. Bien sûr. Il y a différents types de méditation et il y a des méditations qui te permettent justement d'aller rapidement en profondeur et en permettant à ces activités dites connectées, donc j'ai pas encore parlé des non connectées. Oui, j'allais te le dire. Voilà. J'ai hâte de le savoir. Je vais y venir. Donc ces premières pensées connectées, ça fait partie des 2-3 premières minutes de la méditation. C'est pour ça que dans les premiers temps d'une méditation qui va durer 20 minutes, comme celle qu'on enseigne, on enseigne une méditation qui s'appelle Sahaj, Samadhi méditation. Sahaj veut dire naturel et sans effort. Et Samadhi, il y a 2 mots. Sama, c'est équanimité, et Di, c'est l'intellect. L'équanimité de l'intellect. Lorsqu'il n'est pas, justement, entraîné par ces chevaux fougueux qui sont les sens. C'est pour ça que tu peux méditer les yeux ouverts, mais quand tu n'as pas l'habitude vraiment de méditer, ça va être très facile d'être perturbé par tes sens. Et le premier sens qui est le plus perturbateur, c'est tes yeux, forcément. Parce que tout de suite, il voit de l'activité, donc ça entraîne naturellement des pensées. Donc le son, bon, peut-être le visuel avant voilà, tout ça, parce qu'on est une société très visuelle, surtout en en Occident. Exactement. Donc ça, c'est les 2 aspects qui vont naturellement. C'est pour ça que dans un premier temps, je dirais que on conseille aux gens d'aborder une méditation ou d'abord avec les yeux fermés. Ouais. Donc je reviens à mes pensées non connectées. Voilà, pour l'instant connectées, on a bien compris. Ça fait partie de la vie. Moi-même, quand je vais commencer à me poser, il va y avoir toutes ces activités qui viennent parce que j'ai voyagé, j'arrive, j'ai pris l'aéroport, j'ai pris le train, j'ai pris le bus, j'arrive. T'as oublié le dessert. Voilà. J'ai oublié le dessert aussi, la totale. Donc forcément, les 2-3 premières minutes. C'est pour ça qu'on va porter une attention naturelle sur la respiration, sur le corps physique, parce que ça te ramène dans le moment présent. Maintenant, quel est l'objectif d'avoir un mantra ? Un mantra, c'est une vibration, un son. Il n'a pas besoin d'être un long mantra, comme certaines traditions, où c'est des longs mantras que tu répètes à voix haute. C'est une possibilité qu'on appelle japa mantra, où on prend un mantra, comme Om Namah Shivaya, ou Om Mani Padme Hum. Et puis Namyo Rengekyo. Voilà, tous ces mantras qu'on va répéter en boucle à voix haute. Donc c'est ce qu'on appelle japa mantra. Dans la méditation Sahaj Samadhi, on utilise une autre science qui s'appelle bija mantra, qui veut dire la graine. On utilise le mantra d'une façon secrète et sacrée dans le sens où on ne va pas dévoiler à voix haute, parce que c'est un autre processus, c'est le processus de la graine. C'est-à-dire qu'on va déposer dans notre conscience ce son qui va commencer à faire un processus pour aller faire le tri dans les pensées, à calmer le processus des pensées. C'est intéressant. Donc on le chante à l'intérieur en fait. C'est ça, on laisse naturellement, mentalement, parcourir notre conscience. Et comme je te disais, c'est pas quelque chose qu'on va répéter plusieurs fois. C'est quelque chose qui va simplement se poser. Alors, quel est l'effet d'avoir un mantra ? Pourquoi je pourrais très bien méditer sans mantra ? Pourquoi ne pas inventer un mantra, par exemple ? Alors, pourquoi ne pas inventer un mantra ? C'est une bonne question. C'est-à-dire que c'est comme toute chose, il y a des sciences derrière ça.
C'est-à-dire que tu me parlais de massage ayurvédique. Tu peux inventer ton propre massage. Oui. Mais pourquoi tu vas faire un massage ayurvédique? C'est que derrière ça, il y a toute une science, il y a tout un protocole qui va toucher certains aspects, certains points marma, les points énergétiques, certains nadis, qui fait que l'ensemble de ce protocole amène un résultat que tu pourrais atteindre plus difficilement si tu le faisais pas. D'accord? De la même façon, avant d'aller à l'école, tu vas apprendre l'ABC, l'ABCD, parce que tu peux pas lire ton livre. Donc, de la même façon, à travers la méditation, il y a des mantras qui te permettent d'aller beaucoup plus rapidement dans l'expérience même. D'accord. C'est codifié, c'est des méditations qui datent de milliers d'années, hein. C'est des maîtres, des sages qui ont médité là-dessus il y a 2000, 3000, 4000 ans. Oui, est-ce que c'est aussi des mots qui sont porteurs d'une forme de magie? Alors, je dirais que de toute façon, pas forcément un petit peu comme à Harry Potter, mais à un autre niveau. Regarde, si je te dis le mot amour, il est porteur d'une vibration. Oui. Tu ressens. Oui. Si je dis le mot paix, il est porteur d'une vibration parce que il est chargé. C'est ce que je te dis. Bija mantra, c'est la graine. Cette graine que tu prends, il peut être neutre. Le mot amour pourrait être neutre pour quelqu'un qui connaît pas le mot amour, tu vois. Bien sûr. Mais par rapport à le fait que tu l'aies chanté ou que tu l'aies prononcé encore avec une certaine émotion derrière ça, tu as chargé le mot amour. Donc c'est l'intention qu'on y a mise. C'est l'intention qui a été mise. Donc, dans cette science du sage samadhi, il y a une intention qui a été mise par des grands sages dans certaines vibrations, dans certains mots. Et ces mots vont commencer à faire un processus pour aller maintenant nettoyer les pensées non connectées. Ça t'intéresse? Oui. J'espère que ça intéresse aussi les auditeurs. Donc les pensées non connectées, c'est justement les impressions qui sont restées dans ta conscience. Tu as eu, par exemple, il y a 15 jours, un problème avec une personne de ta famille, tu t'es fâché avec, ça a laissé une impression au niveau de ta psyché, au niveau de ton émotionnel aussi. Maintenant, tu as vécu ça il y a 15 ans, tu t'es fait renvoyer de ton travail. Ou tu as vécu il y a 20 ans la première rencontre avec ton prince charmant, ça a laissé aussi une empreinte. Maintenant, tu es peut-être encore avec lui ou peut-être plus avec lui. Une personne âgée a laissé une empreinte parce que elle va tenter de rechercher un moment qu'elle a vécu heureux, tu vois, ce qu'on appelle la nostalgie. Donc toutes ces impressions sont appelées samskara. C'est toutes ces empreintes qui sont engrammées dans ton système. Et après, il y a un autre système, un autre mot sanskrit qui s'appelle vasana. Ce sont tous les désirs que tu as portés, que tu n'as jamais réalisés, que tu n'as jamais satisfait. Et ça garde une certaine empreinte ou ça laisse une certaine insatisfaction en toi. Donc toutes ces choses, toutes ces impressions sont restées dans ta conscience. Elles sont bien présentes. Et elles entravent un petit peu la perception que tu as de cette vie-là. Elle va entraver la relation que tu as avec ton environnement, avec toi-même, avec l'autre, parce que ça va laisser comme des filtres qui va se interposer entre la réalité et ce que je perçois de la réalité. Donc le but du mantra, c'est que à travers un protocole bien précis, va commencer à nettoyer ces filtres. Donc ça veut dire quoi? Ça va commencer à enlever les impressions. Et comment ces impressions s'enlèvent pendant le temps que tu vas méditer? À travers des pensées non connectées. Alors qu'est-ce qu'une pensée non connectée? C'est une pensée qui va venir une fois et qui va repartir. Ça va être une sensation, une impression, ça peut être une vision. T'as un exemple? Ça peut être une odeur, oui, exactement. C'est-à-dire que tu te vois, tu as 5 ans, tu t'es fait fâcher à l'école et tu revois cette image. Je suis en processus de méditation. Voilà. Et après avoir eu ces pensées connectées, de me dire mince pour ce soir, j'ai oublié de faire ça ou ça. Ça va partir. Ça part. Et maintenant, tu commences à un état profond où justement tu vas reconnaître, tu as plus de sérénité, moins d'agitation mentale. D'ailleurs, l'activité physique commence à réduire. Pendant la méditation, tu vas réduire l'activité physique et mentale. Donc forcément, tu es dans un état beaucoup plus paisible. Et dans cet état plus paisible, c'est là où le nettoyage de ta conscience va se faire. Il y a 4 niveaux de conscience qu'on pourrait aborder plus précisément plus tard. Donc ce qui va se passer, c'est que tu vas vraiment commencer à nettoyer toutes ces impressions qui t'empêchent de vivre le moment présent. Tu disais, vivre le moment présent, c'est magnifique, oui. Les gens, ils ont envie de vivre le moment présent. Mais comment ils le font? Si tu n'as pas pris le temps, c'est comme si tu as un examen demain, mais tu n'as pas pris le temps de te préparer à cet examen. Tu ne vas pas pouvoir être rempli de succès pour ton examen. De la même façon, c'est pas parce que tu arrives à faire une méditation de 20 minutes que tout de suite tu vas méditer.
Ça va prendre un certain temps d'établir une qualité dans la méditation. Mais par contre, là où tu vas commencer à faire un travail à travers la science du mantra, c'est que tu vas nettoyer justement tout ce qui n'est plus utile. C'est comme dans ton téléphone, tu as des numéros certainement qui datent de 5 ans d'une personne que tu n'as plus du tout côtoyée, mais il est encore enregistré. Donc ça prend de la place dans ta mémoire, ça alourdir ton système. Donc on a plein de choses qui alourdissent notre système. Donc comment les nettoyer? Donc ça peut être une impression, comme je te dis, je vois cet enfant, c'est moi-même, il a 5 ans, il a vécu quelque chose, ou un bon moment, je me revois en discothèque avec mon premier flirt. Mais c'est des choses qui n'ont plus besoin d'être là maintenant. Mais elles sont pas forcément négatives. Non, c'est pas négatif. Il y a rien de négatif. C'est simplement que si des fois la nostalgie perdure dans notre vie, c'est parce que le moment présent n'est pas si joyeux que ça. Oui. Et qu'on va se rattacher au passé. Mais maintenant, on va commencer à nettoyer notre système. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est très, très, très intéressant. Parce qu'on va commencer à avoir un autre regard. Alors, pendant ce temps de méditation, on va commencer à avoir une autre qualité. Après la méditation, il va y avoir une autre qualité dans l'état de veille, dans l'état de sommeil, dans l'état de rêve et dans l'état d'éveil. Donc la méditation, avec de la pratique, t'amène à un certain état d'éveil. Tu vas commencer à élever ta conscience, avoir de plus en plus une conscience affinée, une conscience raffinée, une conscience qui va te faire amener les choix positifs pour toi, les choix justes. Quand on a des problèmes où on doute d'aller vers telle ou telle direction, c'est parce que le mental n'est pas calme, serein. Et s'il est calme et libre, exactement. Oui. Donc, tu vois, dans la méditation, autant que si tu n'as pas d'outils, de pratique, tu vas peut-être passer 20 minutes à être coincé dans tes pensées connectées. Mais si tu apprends des outils qui ont fait leur preuve depuis des milliers d'années, tu vas commencer à faire un nettoyage de tout ce qui n'est plus besoin dans ta conscience pour te redonner une certaine fraîcheur dans ton regard vis-à-vis de ton environnement, une fois de plus, toi-même, l'autre. Donc la qualité de ton expression change énormément. Et aussi, pendant ce temps de méditation, il peut y avoir où il n'y a aucune pensée, ni connectée, ni non connectée. C'est un moment où tu vas te ressourcer à 100%. Et tu vas sortir de la méditation, et des fois, c'est quand je guide la méditation, les personnes me disent, mais ça durait combien de temps? Oui. Et je leur dis, ça durait 25 minutes. Non, tu plaisantes. J'ai l'impression qu'on est juste rentré en méditation, ça durait 4 minutes. Non, 25 minutes. Pourquoi? Parce que dans la méditation, l'espace-temps n'est plus le même. Faudrait leur faire la blague, c'est déjà demain matin. Exactement, exactement. Non, mais c'est vrai que, comme tu dis, c'est comme si tout d'un coup on perdait des repères spatio-temporels et qu'on on était juste connectés. Exactement. Donc ça va prendre vraiment une autre dimension. Et puis alors bien sûr, si les personnes prennent du temps pour apprendre de ces outils-là, on peut rentrer beaucoup plus dans la connaissance la qualité de la conscience, quelles sont la qualité de la conscience, quels sont les niveaux de conscience. Parce que là, je vous ai parlé d'état et puis un peu donc des rêves, des pensées connectées, non connectées, mais c'est un aperçu. Mais c'est vrai que c'est important d'apprendre ces choses-là de nos jours parce que c'est un monde qui va de plus en plus vite. En tout cas, c'est déjà un très bel aperçu et je tiens à dire que c'est comme si les auditeurs et moi-même là parce que je ne sais pas si tu as vu le temps passer, mais ça fait déjà quasiment 34 minutes que nous avons pris l'antenne. Et voilà, exactement, parce qu'on était en méditation, en t'écoutant. Et donc cette méditation, on le rappelle, donc porte le nom de Sahaj Samadhi Méditation. Oui, Sahaj Samadhi. Voilà, en tout cas, c'était très intéressant. Moi, c'est la première fois que j'entendais parler d'un mantra comme une petite graine que l'on dépose et qui vient faire son travail. Ça me plaît beaucoup. Oui, parce que la plupart du temps, les mantras sont pris, chantés, sont psalmodiés. Et puis on vous le répète à chaque fois et pour toutes les approches dont on parle sur cette antenne, c'est aller vers ce qui vous parle et puis il y a des choses qui parfois même des êtres en fait, parfois c'est à travers les êtres qui les incarnent aussi qu'on est attiré, mais si on devait résumer les choses, la méditation, c'est juste un des outils les plus merveilleux. C'est une nourriture, aussi bien que la nourriture physique, le sommeil ou la respiration. La méditation est une nourriture. Et puis, ça donne, comme tu le disais, beaucoup plus d'intuition. Ça, c'est important. Alors, mon cher Stéphane, on peut évidemment trouver de l'information et puis bien d'autres choses encore sur le site www.l'artdevivre. Alors, il y a le site français, il y a le site international. Oui, donc c'est artdevivre.fr, minuscule, singulier, tout attaché, donc artdevivre.fr.
Ensuite, ils peuvent trouver aussi sur Art of Living, donc l'art de vivre en anglais, artofliving.org. Ils peuvent aller dans n'importe quel pays, c'est toujours intéressant. Et si les auditeurs, auditrices ont envie de faire des retraites cet été avec moi-même. Ah, c'est cool. Voilà, donc ils peuvent trouver sur mon site stéphanehero.com. Super. On peut toujours se procurer évidemment ton fabuleux CD. Où ce sont des mantras chantés cette fois-ci. Exactement. Voilà. Oui, bien sûr. Mais qui sont magnifiques et qui ont d'ailleurs un très fort pouvoir méditatif parce que je médite d'ailleurs dessus et que je les trouve extraordinaires. Ah ben voilà. Et il y a même parfois des musiques et j'ai découvert une musique qui est légèrement électro mais il y a une voix derrière qui est extraordinaire et avec une amie on a médité là-dessus et voilà ce n'est pas une musique de méditation mais ça en est devenu une donc c'est pour ça que je vous le dis. Trouvez vos biais de méditation et allez vers ce qui vous parle. Exactement. Je veux dire, du principal, c'est que vraiment que les personnes se sentent bien déjà avec la personne qui va les guider à travers ça, et puis qu'ils se sentent bien après avoir médité. C'est le but quand même. Complètement. Bon alors en tout cas, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.stéphanehero.fr. Voilà, héros comme notre ancien Premier ministre, A-Y-R-A-U-L-T. Voilà. Mais comme un peu notre héros, le H-E-R-O-S. Oui. Aussi. Que chacun trouve sa voie d'être un héros. On t'embrasse Stéphane, un grand merci pour toutes ces informations. Merci encore pour l'invitation Nathalie, puis merci aux auditeurs, auditrices, et puis bon week-end. Exactement, une merveilleuse soirée, un excellent week-end, à très vite.